Bonsoir. Journée nationale de la société civile au Bénin aujourd'hui. Les organisations de la société civile se sont retrouvées au Centre de documentation et d'information juridique pour célébrer la 14e édition. Elles ont fait le bilan et projeté l'avenir à l'aune de leurs moyens et devoirs. On va en parler. Ouverture de la deuxième session ordinaire des membres du Conseil national du dialogue social ce lundi. Les participants sont appelés à examiner et adopter le budget de la structure pour l'exercice 2021. Nous irons feuilleter les grands axes de cette prévision d'activité. Ce sera dans un instant. Tenue de la 5e édition du colloque scientifique international, c'est à l'université de Parakou. Des chercheurs d'horizons divers ont commencé à échanger depuis ce matin au sujet du thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Le contexte de la pandémie du coronavirus a inspiré mais aussi conditionné cette télé-assise. Nous ferons le point de la première journée. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue aux nouvelles du soir. C'est la journée nationale des organisations de la société civile aujourd'hui. Les structures concernées par la dite journée se sont retrouvées à Cotonou pour examiner à l'occasion de cette 14e célébration les différentes actions menées dans leurs champs respectifs pour mieux envisager le futur avec les succès qui sont les leurs. Asiongo Kanyasongo. À l'occasion de la célébration de la 14e édition de leur journée nationale, les organisations de la société civile se retrouvent pour réfléchir sur leur rôle et responsabilités. C'est autour du thème « Une société civile diversifiée, professionnelle et plus participative aux décisions publiques » que se sont déroulés les échanges au Centre de documentation et d'information juridique le mardi 20 octobre. Les JOSC ont spécifiquement pour vocation de promouvoir et de valoriser les riches innovations des organisations de la société civile dans un creuset qui réunit l'administration, les partenaires techniques et financiers autour des acteurs de la société civile. Pour la célébration de la journée les années précédentes, plusieurs activités étaient organisées. Le carnaval des OSC, les conférences publiques, la foire nationale des OSC, les visites ciblées de leurs innovations sur le terrain, la nuit des OSC. Le gouvernement souhaite une collaboration de plus en plus féconde entre l'administration et la société civile. Ceci pour que s'affermisse l'implication des OSC dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques. Je la souhaite donc toujours plus dynamique et plus élargie pour faciliter davantage la prise de conscience de nos variantes populations, de leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique et d'accompagnement de la mise en œuvre des différentes actions contenues dans le programme d'action du gouvernement du président de la République. Nous, organisations de la société civile, devrons encourager et souhaiter que le nouveau dynamisme insoufflé à cette journée aujourd'hui perdure et devienne une habitude. L'engagement du gouvernement est total à l'endroit des organisations de la société civile. Il entend jouer pleinement sa partition et appelle les OSC à remplir leur part de responsabilité. La deuxième session ordinaire du Conseil national du dialogue social s'est ouverte hier à Cotonou. Il y a entre autres dossiers à étudier la projection budgétaire au titre de l'année 2021 de l'organe. Mais au-delà de cette impérieuse tâche, les participants ont décidé de travailler à la conciliation mais aussi à la médiation dans les différents conflits sociaux. Teddy Goudalo et Asiongo Kanyasongo. Les membres du Conseil national du dialogue social se retrouvent ici pour leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 en se penchant sur le thème « Conciliation et médiation dans les conflits sociaux ». Ils vont mener des réflexions sur d'importants dossiers liés à sa bonne marche, entre autres l'étude et l'adoption du budget exercice 2021, la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche. La présente session porte plusieurs particularités. D'abord, le thème de formation et d'échange des membres du CNDS qui porte sur la médiation-conciliation au centre de nos activités
avec ses corollaires, à savoir les conflits, causes et typologies, les obstacles à une gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion, le processus de conciliation ou médiation, enfin, le rapport entre médiation et conciliation. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que les efforts entrepris par notre Conseil depuis son installation en vue de contribuer à la modernisation des relations professionnelles dans notre pays se poursuivent sans cesse. Il sera également question pour les participants de porter un regard sur le rapport provisoire de l'étude sur la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de déplacement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Les travaux vont durer 2 semaines où le président du CNDS convie ses collaborateurs à plus de détermination pour d'heureuses perspectives de l'organe. Si au CNDS, on en est encore à la 2e session pour l'année, à la municipalité de Parakou, on travaille déjà pour la 4e. Les travaux ont été ouverts vendredi pour 2 points majeurs inscrits à l'ordre du jour. La mise en place des différentes commissions de la mairie et le contentieux entre la commune de Cotonou et l'agence d'exécution des travaux d'intérêt. On va retrouver Asimou Kanye Asimou pour un reportage réalisé par Teddy Goudala. 4e session extraordinaire du conseil municipal de Cotonou. À cette énième rencontre de l'année 2020, il est question de la mise en place des différentes commissions d'appui, dont celle permanente de la mairie. Les conseillers municipaux sont donc conviés à cet exercice républicain pour le bon fonctionnement de l'exécutif. Nous avons jugé nécessaire de convoquer la présente session afin d'examiner ce point important en vue de permettre à l'exécution municipale de disposer de ces organes d'appui que sont les commissions permanentes du conseil municipal. Outre ce point inscrit à l'ordre du jour, les conseillers ont eu droit à une communication relative au règlement du contentieux entre l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP Bénin, et la municipalité de Cotonou. Ce jour peut être perçu comme un continuum de la 3e session ordinaire du conseil municipal tenue le 3 et 4 septembre dernier. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, je vous exhorte à vous concentrer sur l'essentiel afin que nos débats soient de grande qualité. Les échanges ont duré moins de 24 heures assortis des recommandations pour la bonne marche des activités au sein de la municipalité. On sort du Bénin. Au lendemain de la présidentielle en Guinée et Conakry, tenue justement le dimanche dernier, avant-hier donc, les observateurs ont fait le point de ce qu'ils ont vu et noté pendant le déroulement du scrutin. Au quartier général de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, 116 observateurs ont rendu compte de leur mission au nom de la structure sous-régionale. Voici le point de leur rapport dans ce reportage d'Idriss Boukari. Ce fut une journée marathon pour ces hommes et femmes. Certains ont parcouru plus de 1000 km pour retrouver la zone où ils ont été déployés. Au lendemain du scrutin du dimanche 18 octobre, les voici de retour au quartier général de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Dans le cadre de l'élection présidentielle, 116 observateurs ont été dépêchés par la commission de la CEDEAO pour suivre le processus du déroulement du vote, de l'ouverture des bureaux de vote au convoyage des urnes dans les mairies et commissariats. En passant par le dépouillement, ils ont tout suivi et noté les insuffisances. À cette séance de débriefing, chaque équipe est appelée à présenter son rapport au chef de mission. Qu'est-ce que nous avons également remarqué? Les agents électoraux étaient là, mais nous avons déploré un manque de professionnalisme de la part de ces agents en ce qui concerne la procédure prévue par la loi. Les représentants des partis étaient également là. La moyenne, c'était 4 partis, dont les deux plus représentés, à savoir RPG et UFDG. Sur le déroulement du vote, ça s'est bien passé. L'affluence, c'était beaucoup plus dans la matinée. À la mi-journée, il n'y avait pas assez de monde. À la clôture du scrutin également, on n'avait pas senti des files d'attente devant les bureaux de vote. Tout compte fait, les bureaux de vote ont, dans la grande majorité, fermé à 18 h. Nous avons procédé
au dépouillement et au décompte des voix. À présent, inviter l'équipe de Kindia. La tâche n'a pas été facile pour les observateurs sur le terrain, mais ils ont tenu à accomplir leur mission en toute impartialité. C'est le moment pour le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO de les féliciter et encourager pour le travail abattu au fin de contribuer au renforcement de la démocratie en Guinée-Conakry. La bonne issue de cette élection présidentielle reste le premier souci de la commission de la CEDEAO à travers sa mission d'observation. Le travail de CEDEAO a été très bien apprécié ici, à Conakry. J'ai parlé avec Monsieur le Président de la République, avec le leader de l'opposition, Monsieur Diallo. Ils ont dit que CEDEAO a beaucoup de prestige ici. Il a travaillé beaucoup pour garantir l'impartialité, la transparence des élections présidentielles. Les observations contenues dans chaque rapport présenté sont prises en compte par le chef de la mission. Elles seront consignées dans la déclaration préliminaire qui consacre la fin de la mission des observateurs électoraux pour le compte du premier tour de cette élection présidentielle en Guinée-Conakry. L'UCEL était présent dans la plupart des bureaux. Retour au Bénin. Dans le nord du Bénin, précisément à l'université de Parakou, la tête et les idées sont à la science et aux réflexions. La 5e édition du colloque scientifique international de ce haut lieu de savoir s'est ouverte hier autour du thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» René Soglo pour le point. La volonté des autorités rectorales a eu raison de la pandémie du Covid-19. Elle n'a pas pu empêcher la tenue de la 5e édition du colloque scientifique international de l'université de Parakou. La communauté scientifique, par visioconférence, se penche pour le compte de cette année 2020 sur le thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Nous sommes l'élite. C'est pour cette raison que de présentiel en 2018, nous sommes passés en distanciel, ce qui constitue l'innovation particulière de ce colloque. Parce qu'il était de notre responsabilité sociale, académique et institutionnelle d'organiser ce colloque pour permettre aux collègues enseignants et à toute la communauté scientifique de valoriser les acquis de la recherche. Les chercheurs d'horizons divers sont appelés à partager les résultats de leurs travaux de recherche et à fédérer leurs efforts dans la perspective de transformer structurellement et progressivement les économies africaines. Nous avons pu retenir, après une série d'évaluations, un total de 560 résumés provenant de 20 pays, dont 14 pays d'Afrique, 3 pays d'Europe. Il s'agit de la France, la Belgique et l'Allemagne, 2 pays d'Amérique, les USA et le Canada, et un pays d'Asie, la Chine. Ce qui prouve d'une part le caractère international et largement diversifié de la qualité des participants et d'autre part la notoriété de plus en plus grande de notre université. C'est un vœu qui se réalise à travers ce cadre d'échange selon le recteur de l'université de Parakou qui a de grandes attentes des travaux de ce colloque. La tenue de ce colloque constitue le respect d'un engagement pris depuis ma prise de fonction en janvier 2015 de faire de la recherche scientifique une des chevilles ouvrières de la promotion et de la visibilité de l'université de Parakou. C'est un vaste chantier d'échange et de débat auquel vous allez vous livrer. Je demeure convaincu que l'intelligence mise au service du dynamisme ne peut offrir que d'heureuses perspectives à nos décideurs politiques. 6 ateliers vont focaliser les réflexions et échanges scientifiques selon les thématiques abordées en panel auxquels des liens d'accès ont été affectés. Les cours ont été suspendus hier au collège d'enseignement général de Natitengou. À l'origine de cette décision extrême, le saisissement d'une dizaine de filles
On ne connaît pas encore les facteurs à l'origine de cette crise émotionnelle et de transe, mais pour l'heure, les victimes qui présentaient toutes des signes cliniques liés à une hystérie ont été admises d'urgence au centre hospitalier départemental de l'Atakora. Alassane Arona est retourné sur le terrain. Salle de classe hermétiquement fermée, cours du collège complètement déserte, c'est le constat fait ce lundi matin au CG1 de Natitengo. Pourtant, les cours avaient bel et bien démarré très tôt à 7 h, quand subitement une dizaine d'apprenants, essentiellement des filles, ont commencé par piquer des crises allant de la transe à la perte de connaissance. Ce matin, nous étions au mar. Subitement, lorsque la seconde D1, c'était leur tour de chanter. Et ils ont fini de chanter, il y avait assez d'ambiance. Et parmi les élèves, là, une personne est tombée subitement. Donc nous l'avons pris. Lorsque nous l'avons pris, on a essayé de l'orienter vers la direction pour pouvoir contacter ses parents. Subitement, une deuxième personne est arrivée dans la même classe. Et encore une troisième fille qui faisait la 3e L1. Elle est aussi tombée, mais pour elle, là, c'était... On ne sait même pas si c'est une folie. Elle s'est mise à crier, à crier, à crier. C'est là que ses camarades l'ont pris pour l'orienter aussi à la direction. Parmi les camarades là, une aussi, elle a commencé par avoir la même crise. De 2 cas successifs au départ, le nombre de victimes s'est accru en un laps de temps, ce qui a poussé l'administration du collège à suspendre les cours aux environs de 9h30 pour éviter le pire. Débordé par ce phénomène qui sortait un peu de l'ordinaire, nous avons dû alerter la hiérarchie. Le DDEPS a été informé de la situation et il n'a pas tardé à nous rejoindre au CG1 de Natitengo. Ensemble, nous avons sollicité le secours des sapeurs-pompiers qui sont venus évacuer toutes ces filles-là que nous avions de difficultés à prendre en charge. Transportées de toute urgence par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier départemental de l'Atakora, la plupart des victimes présentaient des signes cliniques liés à une hystérie collective, selon les explications du médecin traitant. En dehors des signes cliniques qui sont visibles, qui sont l'agitation et le délit qui est vraiment organisé autour des situations d'envoûtement. Voilà. En dehors de ça, nous, sur le plan clinique, on n'a rien. Sur le plan somatique, on n'a rien. Mais sur le plan médical, effectivement, on a des signes d'une vraie hystérie chez ces filles-là. Après les soins intensifs administrés aux victimes, 6 parmi elles ayant retrouvé leur esprit ont pu regagner leur domicile familial. Les 3 autres, toujours sous observation, seraient hors de danger. Et selon les témoignages des différents acteurs de cet établissement scolaire, ce phénomène devient de plus en plus récurrent au CG1 de Natitengo. Moi, je viens de prendre service à cette rentrée, mais mes collaborateurs m'ont expliqué que c'est un phénomène qui avait déjà prévalu dans le passé, que c'est exactement de cette manière que cela se manifeste. L'année passée, c'était dans la matinée, les filles, ça a commencé par attaquer les filles. Et dans la soirée, c'est les garçons qui ont pris le relais. Et subitement, le directeur a été obligé de dire de rentrer à la maison, ce qui a été fait encore ce matin. Informé de la situation, l'autorité communale s'est rendue au chevet des malades. Ces filles sont victimes d'une assistance permanente de mauvais esprits. Et on ne sait comment, et qui les empêche de suivre leur scolarité. Et je crois que à entendre le personnel soignant, ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Et je crois que nous allons mettre à contribution les glissettes traditionnelles. Aux dernières nouvelles, les cours ont repris à 15 h. Voilà pour le point. Des aides d'études pour les élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEB. Ils ont officiellement reçu leur bourse de rentrée au titre de l'année scolaire 2020-2021. Une cérémonie a consacré la remise officielle de ces bourses à Porto Novo. Une remise de bourse de la Fondation Vallée organisée dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu leur bourse de rentrée pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. 153 000 francs CFA pour les élèves
et 290 000 francs pour les étudiants et également un accès permanent au réseau de bibliothèques du CAEB. De quoi soulager ces apprenants et par ricochet leurs parents. À cette rentrée, je dois vous dire que nous devons féliciter la Fondation Vallée parce que, comme chaque année, cette fondation fait davantage puisque à cette rentrée, nous avons reçu que ce soit les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée, les bibliothèques Béné Excellence Fondation Vallée. On a reçu de nouveaux livres des éditions les plus récentes. Et que ces livres, pour la plupart, surtout les livres universitaires de médecine, de droit, de psychologie, de sociologie et que sais-je encore, tous ces livres sont des livres neufs achetés en France et pour l'ensemble de ces bibliothèques-là. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter à la fois les élèves, les professeurs, les parents, les chercheurs, les enseignants de tous ordres à fréquenter nos bibliothèques et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Chaque année, et ce depuis 20 ans, la Fondation Vallée et son partenaire le CAEB œuvrent pour l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Pour les résultats obtenus, il y a plutôt de quoi se réjouir, selon le président de la Fondation, Odon Vallée. Depuis 20 ans, nous remettons des bourses et on peut dire que 80% de l'élite béninoise, ce sont nos anciens boursiers. Pour prendre un seul exemple, les 10 000 milliards de CFA d'investissement du président de la République, c'est un de nos anciens boursiers qui, pour un grand cabinet d'audit, a réalisé la demande et a été exaucé par le Fonds monétaire international qui l'a félicité. Et là encore, aujourd'hui, nous avons des anciens boursiers à la Banque mondiale, 2 anciens boursiers, dont l'une est de Porto Novo et l'autre de Cotonou, et qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour l'Afrique et pour le Bénin, qui, comme vous le savez, reçoit des dons très importants pour la lutte contre le Covid. Ce sont nos anciens boursiers qui font ça, et il y a également dans des fonds d'investissement pour l'Afrique des anciens boursiers qui y travaillent. Et donc, on peut dire que la Fondation Vallée et sa filiale Bénin Excellence sont vraiment devenus indispensables au Bénin. Mais le Bénin nous est aussi indispensable parce que le Bénin nous apporte énormément. C'est un pays pacifique, c'est un pays sympathique. Une fois de plus, la Fondation Vallée et le CAEB ont joué leur partition et il revient aux bénéficiaires d'exceller en classe pour maintenir et pérenniser leur bourse. Mesdames et messieurs, on va retourner à Nati Tengu où Helvetas Bénin multiplie ses actions en faveur des populations vulnérables des départements de l'Atakora et de la Donga en vue de les préserver contre le coronavirus. L'organisation a mis sur pied une campagne dénommée Covid Out pour booster justement le mal loin du département. Une cérémonie a consacré le lancement de cette campagne-là. On va retrouver Abdou Sahabi Idrissou et Abdou Kadri Makoni pour faire le point. Comment briser la chaîne de contagion de la Covid-19 dans les départements de l'Atakora et de la Donga? C'est toute la problématique de cette rencontre de Nati Tengu qui consacre le lancement officiel de la campagne d'information et de sensibilisation des populations à la base sur la Covid-19. Dénommée Covid Out, cette initiative de Helvetas Bénin sur financement de la coopération suisse s'inscrit dans le cadre du projet Rési Covid et vise essentiellement à soutenir les politiques initiées par les autorités sanitaires pour contrer la progression de cette pandémie. C'est une campagne d'information et de sensibilisation des populations à la base sur la pandémie et d'appui des couches vulnérables en équipement de protection. Elle est faite de plusieurs actions qui seront concentrées sur la période du 16 au 30 octobre 2020. Au cours de cette période, plusieurs activités planifiées seront exécutées avec diligence sur le terrain en vue d'impacter les populations vulnérables. Il s'agit entre autres d'une campagne de sensibilisation de proximité des ménages sur la COVID-19 conduite par la direction départementale de la santé de l'Atakora,
des actions de sensibilisation de groupes cibles vulnérables par des organisations de citoyenneté. Il est aussi prévu le soutien aux entrepreneurs qui développent des innovations sur les gestes barrières, la promotion de l'économie locale dans un contexte de Covid. Une série d'activités qui raffermit l'engagement de cette ONG internationale suisse aux côtés des autorités dans la riposte contre le coronavirus. Donc Helvetas, vraiment depuis un moment, nous appuie dans cette intervention et a accepté de le faire pour nous permettre de couper la chaîne de transmission grâce à l'information que nous allons apporter. En plus des informations qui seront distillées au sein des communautés, elle va distribuer 250 dispositifs de lavage des mains avec un train dans ces 2 départements. Au nom de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, et particulièrement au nom des populations de Nati Tengu, je voudrais remercier Helvetas Swiss Inter Coopération pour cette belle initiative qui à coup sûr permettra de réduire les ravages de cette pandémie dans notre département. La dite campagne qui sera conduite selon l'approche porte-à-porte va sensiblement et durablement toucher 5400 ménages dans 45 villages de l'Atakora. Je voudrais ainsi saluer cette heureuse initiative et remercier Helvetas Suisse Intercoopération pour sa grande sensibilité au bien-être des populations de l'Atakora et de la Donga. Dans sa dynamique d'aider les autorités sanitaires à stopper l'avancée de la pandémie, Helvetas enchaîne donc activités, actions et gestes. En août dernier, elle avait initié une session de formation au profit des journalistes et animateurs de l'Atakora et de la Donga sur la coproduction d'émissions sur la Covid-19. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Je vous rappelle rapidement ce dont on a parlé. 24 heures après le scrutin présidentiel en Guinée, les observateurs de la CEDEAO en dressent le bilan. Tout s'est relativement bien passé, c'est ce qu'on peut retenir. En tout cas, du point fait par Idriss Boukari dans ce journal, lui qui est sur place là-bas en Guinée-Conakry. Helvetas veut bouter hors de l'Atakora et de la Donga le coronavirus. Une campagne dédiée à cet effet a été lancée aujourd'hui même depuis la cité des Nanto. On en retient qu'il faut continuer à se méfier de ce mal qui traîne et soumet à nouveau de nombreuses sociétés et nations. On a fait un tour à Nati Tengu. Justement, à Nati Tengu, des élèves filles, une bonne dizaine, sont tombées en syncope hier après avoir été victimes d'un saisissement au collège d'enseignement général numéro 1. On ne comprend jusque-là pas les mobiles et les origines de cette transe subite. Les autorités de l'établissement ont décidé tout court de suspendre les activités pédagogiques, le temps d'y voir clair et surtout de s'assurer que les victimes sont hors danger. Elles sont suivies dans un centre de santé de la ville depuis lors. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci d'avoir été là. Pour vous qui aimez le foot et qui êtes passionnés par la Champions League, eh bien, la fête est de retour depuis tout à l'heure même. D'autres rencontres sont déjà lancées à peine. Je vous souhaite une bonne fête. Bonsoir.